Bonjour, bienvenue sur le webinaire du cabinet CBA, cabinet Benayoun et Associés. Maître Georges-David Benayoun, avocat fiscaliste au barreau de Paris. Le thème de ce webinaire, la loi de finances pour 2022. Alors déjà une petite présentation. C'est la dernière loi de finances de la mandature d'Emmanuel Macron. On a des lois de finances un peu particulières sous Emmanuel Macron, c'est-à-dire que il a été élu en 2017, contrairement à beaucoup de présidents élus l'année de son élection. Il n'a pas fait beaucoup de choses, et notamment de rétroactivité fiscale. Et on a eu une loi de finances importante en 2018, pour 2018, qui a notamment appliqué la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière. Depuis, était prévu un certain nombre de diminutions d'impôts, notamment au niveau de l'impôt société. Donc, on verra par exemple, on va voir qu'au 1er janvier 2022, les sociétés qui auront ouvert leur exercice à compter de cette date auront un taux d'impôt société de 25%. Pour rappeler, il y a encore peu de temps, il était 33%, et cette baisse de l'impôt a, contrairement à ce qu'on pense souvent, été commencée sous François Hollande par Emmanuel Valls sur une durée assez longue, et ça a été validé par Emmanuel Macron. Donc, une loi de finances, vous allez voir, qui va sur des thèmes plutôt particuliers, des thématiques où on va adapter un peu la fiscalité au regard de la pandémie que l'on connaît maintenant quasiment depuis 2 ans. Aussi une application des textes, une modification des textes en fonction de décisions et de règlements européens ou de décisions de jurisprudence. On n'a rien vraiment de très novateur, rien d'exceptionnel. On sent qu'on va sur la prolongation. Alors, il faut aussi préciser qu'on avait une loi de finances rectificative pour 2021, votée au mois de juillet, qui appliquait un certain nombre de dispositions liées au Covid. Donc, une dernière loi de finances sans réelle nouveauté particulière. Les nouveautés qui s'appliquent cette année, ce sont souvent des nouveautés qui ont été décidées les années, déjà il y a quelques années, et souvent même avant le Covid. Alors, on va prendre les points un par un. Pour information, cette loi de finances a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 15 décembre dernier, et qu'elle ait fait l'objet en ce moment d'un recours devant le Conseil constitutionnel à la demande des parlementaires de l'opposition. Donc, il est possible qu'il y ait certaines dispositions qui ne trouvent pas application dans les semaines qui viennent. Le Conseil constitutionnel devra obligatoirement rendre sa décision avant le 31 décembre. Donc, le 31 décembre au plus tard. Généralement, on attend, on va dire, une décision entre le 29 et le 30 décembre. On verra aussi les sujets de saisine. Alors, sur les aspects principaux de l'impôt sur la fortune, l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, on a une revalorisation du barème de 1,4%. Alors, ça fait toujours un peu grincer des dents parce que, surtout en période d'inflation, les 1,4 ne sont pas du tout en adéquation avec l'augmentation du coût de la vie et les rémunérations encore moins. Donc, on a à présent toujours nos 5 tranches qui ont été figées l'an dernier, puisqu'on avait une modification sur la deuxième tranche, une tranche à 0, à 11, 30, 41, 45. Précision importante, on a un impôt sur le revenu qui est relativement bas en Europe. Je vous donne un exemple. Pour une part, le 45%, on doit l'atteindre à hauteur de 160 000 € de revenus nets imposables. Il faut savoir que chez nos voisins belges, au-dessus de 50 000 €, ils sont à 50%. Donc, d'ailleurs, la vraie problématique de notre impôt sur le revenu n'est pas l'impôt lui-même, mais les contributions sociales
souvent cachés dans certaines catégories de revenus. J'ai un petit slash sur les IS pour vous rappeler qu'on aura une imposition à un taux de 25%. Alors, la France n'est pas dans les meilleurs élèves, mais commence à se rapprocher des zones intéressantes. Lorsqu'on était à 33 et certains pays à 20, on avait un tel écart que on a vraiment des choix fiscaux que faisaient certaines entreprises pour aller développer ou créer certaines filiales. Au niveau de l'IRPP, on a une modification du régime concernant l'emploi salarié à domicile. Alors ça résulte typiquement de l'application de décisions de jurisprudence. Des décisions de jurisprudence ont limité l'application de dispositions concernant l'emploi salarié à domicile et notamment sur les services rendus hors domicile, du type accompagnement des enfants à l'école. Et donc là, on a une clarification pour intégrer dans l'emploi à domicile un certain nombre de prestations rendues hors domicile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a vraiment des sujets qui résultent soit de la jurisprudence, soit des dispositions européennes. Alors, plus-value des particuliers. On a une modification concernant les plus-values des dirigeants qui partent à la retraite dans les PME. C'est notamment l'abattement de 500 000 €. Alors, on en parlera un peu plus loin parce qu'il y a des dispositions qui changent. Qu'est-ce qui se passe? L'abattement était applicable jusqu'en fin 2022. Il a été repoussé jusqu'au 31 décembre 2024. Et le délai de 2 ans pour céder des fonctions suite au départ à la retraite passe à 3 ans. Donc, on donne un peu plus d'amplitude. L'explication donnée par les députés et par le gouvernement, c'est que tout simplement, au regard de la crise sanitaire, il leur paraît important de laisser un temps un peu plus long aux dirigeants d'entreprise entre le départ à la retraite et la cession de sa participation. Effectivement, en pratique, le sujet existe. Il ne concerne pas obligatoirement beaucoup de cas, mais il existe. Dans la catégorie des bénéfices professionnels, on a un sujet concernant l'amortissement fiscal du fonds de commerce ou du fonds commercial. Un des grands principes en fiscalité, c'est que le fonds de commerce n'est normalement pas amortissable parce qu'il a une durée de vie limitée et sauf à démontrer soit une durée de vie limitée, soit une perte durable de sa valeur, on ne l'amortit pas. Alors, on avait une inadéquation entre la fiscalité et la comptabilité, et notamment pour pousser au redémarrage des petites entreprises, puisque c'est un régime qui ne concerne que les petites entreprises, on a permis, vous allez voir, la déductibilité de l'amortissement. Alors, ce qui est d'ailleurs un peu intéressant et étonnant, c'est que la loi, du coup, fixe en principe la non-déductibilité fiscale de l'amortissement du fonds commercial et à titre dérogatoire, la déductibilité pour les petites entreprises sur les exercices 2022 et 2023. Donc, on parle de 2 années. Concernant les fonds de commerce, on a une possibilité d'amortissement sur 10 ans pour les petites entreprises et donc, ça permettrait d'aller chercher de l'amortissement virtuel sur 2 ans et donc de permettre à l'entreprise d'avoir plus de liquidité, puisque l'amortissement, c'est tout simplement, on va affecter en charge une partie du coût d'acquisition ou du coût de constitution du fonds de commerce. Et donc, le fait de le passer en charge, ça va diminuer l'imposition. Pour autant, ça n'a pas de coût et de sortie de trésorerie. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Ça ne concerne que ce qu'on appelle les petites entreprises. Et par petites entreprises, on considère les entreprises qui vont remplir 2 des 3 seuils. Donc, un total de bilan, 6 millions d'euros, un chiffre d'affaires inférieur à 12 millions d'euros et 50 salariés. Si vous rentrez dans la catégorie
et où dans deux des trois seuils, vous pourrez effectivement avoir cette disposition plutôt intéressante. On verra comment en pratique elle peut s'appliquer, mais c'est un sujet qui permet, et c'est une des raisons, une des conséquences de la pandémie, parce qu'un des grands principes fiscaux, c'est que normalement, on ne peut pas amortir le fonds commercial. Mais lorsqu'on dit qu'on ne peut pas amortir, c'est que souvent, on a l'obligation de faire une analyse tous les ans sur la valeur du fonds de commerce et effectivement si elle a perdu une partie de sa valeur. Là, on pose en principe la non-déductibilité fiscale. On continue sur les dispositions. Alors, je vous précise néanmoins que j'ai volontairement choisi des dispositions qui concernaient soit les personnes physiques, soit les particuliers, soit les entreprises, mais des dispositions qui peuvent concerner le plus grand nombre. Vous verrez, dans les lois de finances, on a toujours des sujets, on se dit, mais qui ça peut concerner et qui a eu l'idée d'en parler? Donc, je vous ai évité de vous parler du chasseur. Alors, je vous rassure, cette année, on n'a pas de chasseur, mais on peut avoir des choses un peu similaires. On continue. Alors, tout à l'heure, on a parlé du mécanisme de l'aménagement, du mécanisme concernant le départ à la retraite. Du chef d'entreprise et notamment la transmission d'une entreprise individuelle. Il y a deux précisions intéressantes qui ont été amenées. Alors, ça résulte quoi? Ça résulte de ce qu'on appelle les tournées Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, depuis quelques mois, lorsqu'il fait une tournée, il accorde certains bénéfices. Donc, il s'est d'abord rapproché des professions libérales qu'il avait un peu maltraité dans la gestion des retraites et leur a proposé un certain nombre de dispositions. On va voir, on a deux dispositions intéressantes. Alors, la première, la possibilité de céder un fonds de commerce donné en location-gérance. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'obligation d'exploiter soi-même, soit à titre individuel, soit en société, le fonds de commerce. On peut bénéficier de ce régime d'exonération si le fonds de commerce a été donné en location-gérance. Et autre élément important, les plafonds d'exonération des plus-values professionnelles des entreprises individuelles. Alors, ça ne change pas concernant les sociétés, un peu étonnamment. On verra s'il y a un pas en avant à ce niveau-là. Il faut savoir que le mécanisme actuel, c'est une exonération totale jusqu'à 300 000 euros. À compter du 1er janvier 2022, ce seuil va être porté à 500 000 euros et on avait une exonération partielle entre 300 000 et 500 000 euros. L'exonération devient partielle entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc, on a vraiment là, pour le coup, un mécanisme extrêmement intéressant concernant les personnes qui partent à la retraite dans le cadre d'entreprises individuelles. Je vous rappelle qu'un tout petit peu avant, je vous ai précisé que le délai de départ à la retraite était passé de 2 ans à 3 ans. Donc, on a un délai plus long pour pouvoir bénéficier de l'exonération et ça couvre des montants plus importants. Bon, après, on peut se poser la question de la réalité des valorisations, car quand on regarde aussi bien les professions libérales ou les artisans ou commerçants individuels, la valorisation comprise entre 500 000 et 1 million d'euros, on a quand même des sujets qui ont disparu au cours des dernières années. Chez les médecins, les cessions existent quasiment plus ou sont sur des montants ridicules et concernent d'ailleurs plutôt la transmission d'un local qu'une patientèle. Voilà, mais c'est un point qu'il fallait préciser. Alors, la TVA. La TVA, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a un gros paquet fiscal qui s'applique à compter du 1er janvier 2022. J'ai souhaité vous parler de deux points vraiment importants qui vont changer pas mal de choses. Premièrement, pour les livraisons de biens. L'exigibilité de la TVA intervenait normalement de la réalisation du fait générateur. Et le fait générateur était la livraison. Donc, vous émettez une facture, vous n'avez pas encore livré le bien ou on attend la livraison du bien pour rendre la TVA exigible. Là, on explique qu'on ne va pas obligatoirement attendre la livraison du bien si vous avez bénéficié
du versement préalable d'un acompte. Et donc, le versement d'un acompte dans le cadre d'une livraison de biens donne lieu au paiement de la TVA. Alors, ça donne lieu à l'exigibilité, mais aussi à la déductibilité de l'autre côté, hein. Donc, il faut regarder le parallélisme. C'est un peu une évolution parce qu'on a un grand principe qui existait en TVA, qui était de dire livraison de biens, on se cale en exigibilité sur la livraison et en prestation de service sur l'encaissement. On voit qu'il y a des évolutions pour caler de plus en plus à la réalité des opérations en matière de TVA. Pour le coup, la TVA est quand même quelque chose d'extrêmement complexe. Nous, on nous sollicite souvent pour la compréhension des textes. Et ça m'amène au deuxième élément, c'est-à-dire que la fin de la DEB telle qu'on l'entend, DEB étant la déclaration d'échange de biens, qui concerne les échanges de biens au sein de l'Union européenne. Alors, c'est un grand classique parce que la DEB, lorsque on assiste nos clients dans les vérifications de comptabilité, lorsqu'on leur dit, au fait, vous en êtes où? Vous avez fait quoi concernant la DEB? Alors, carrément une partie qui vous disent, je ne connais pas. Et donc, lorsqu'ils se font rattraper par l'administration, ils ont le droit à une pénalité, 5%. Et ceux qui connaissent nous expliquent que c'est leur expert comptable qui le fait ou qui va le faire. Et généralement, l'expert comptable dit, c'est pas dans ma mission. Donc, c'est quelque chose où l'administration revenait. On a une réorganisation complète entre les douanes et l'administration fiscale. Et donc, deux modifications avec deux procédures à présent distinctes. Une enquête statistique sur les échanges intra-Union européenne, qui va demander de remplir un certain nombre de points, de questions. Il faut savoir que cette enquête statistique va pouvoir donner lieu et compléter les informations de l'état récapitulatif de TVA, et notamment qui est censé remplacer au 1er janvier la déclaration d'échange de biens. Alors, je vous dis au 1er janvier parce que ça reste encore un peu compliqué. On sait qu'on va avoir une évolution sur le portail de l'administration fiscale de la déclaration d'échange des biens. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est une dissociation entre les fonctions fiscales et statistiques qui vont faire et qui vont permettre de distinguer la saisie des opérations et la saisie statistique permettant à l'Union européenne de retrouver un peu ses petits. Bon, l'idée derrière cela, des nouveaux mécanismes, c'est de renforcer la lutte contre la fraude et de pouvoir aller chercher l'évaporation de TVA le plus rapidement possible. Les administrations fiscales ont quand même fait beaucoup d'efforts, se sont donné les moyens d'aller chercher tous ces sujets de TVA. On a quand même des fraudes qui ont notoirement baissé, même si ça existe encore. Et on va dire que c'est des fraudes qui sont plutôt liées à Internet. Donc, sur la partie loi de finances, on a vraiment un aspect important concernant la TVA, parce qu'on a une évolution importante au 1er janvier prochain. Je pense d'ailleurs que bientôt, on aura une thématique, un webinaire propre à tous ces changements liés à la TVA. Donc, vous voyez, je vous ai présenté les mesures essentielles. Elles ne sont pas hyper nombreuses. On n'a pas de sujet vraiment transcendant. On voit que ça résulte soit de la jurisprudence, soit des règlements et décisions européennes. Les deux éléments pour moi essentiels ont été décidés au cours des années précédentes, c'est-à-dire la baisse de l'impôt société, qui est à présent à 25%, et les nouveaux barèmes de l'impôt sur le revenu qui résultent plutôt de la loi de finances pour 2021, avec une augmentation limitée du barème de 1,4%. Donc, on n'a rien de nouveau en matière d'impôt sur la fortune immobilière ou en matière de droit de succession. Ça discute beaucoup.
mais c'est un peu normal. On verra plutôt apparaître les choses dans les projets présidentiels de chaque candidat. Je pense qu'on en reparlera ici pour voir la faisabilité. Si on fait une synthèse de la fiscalité au cours de cette mandature, on peut dire qu'il y a effectivement un gain de compétitivité de la France parce qu'on a l'apparition de la flat tax qui modifie, qui rend service énormément. On a derrière un impôt sur la fortune immobilière limité, mais à contrario, il faut être honnête, il privilégie quand même les très très riches au détriment des personnes qui ont un patrimoine immobilier. Et donc, quand on voit sortir des contrats d'assurance vie à plusieurs dizaines de millions d'euros, on sait qu'au regard des règles européennes, ces sommes ne sont pas obligatoirement investies en France. Donc, diminuer l'ISF en expliquant que ça va servir l'économie française, c'est extrêmement indirect et faut être honnête, un fiscaliste digne de ce nom ne le voit pas. Dernier élément sur la fiscalité, on a un certain nombre de simplifications qui sont apparues, qui sont plutôt de bonnes choses. Je dirais au niveau du pacte Dutreil, sur la transmission des entreprises, sur la prescription, le droit à l'erreur extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'est pas une administration fiscale, on va dire, qui sort très fréquemment la pénalité de 40% et qui va chercher au bout et qui essaye de tirer quand même sur de nombreux dossiers. On voit une volonté quand même de récupérer des fonds auprès des entreprises et des particuliers. Les droits de succession aujourd'hui en France, c'est un vrai sujet parce que on nous explique que sous la mandature d'Emmanuel Macron, on a un retour en France des personnes qui s'étaient expatriées. Alors, faisant beaucoup d'expatriation fiscale, je peux vous dire que le flux il continue et ne cesse d'augmenter après le Covid vers des destinations, vers d'ailleurs toute destination, et qu'on ne voit pas vraiment de retour en France. Donc, et on ne le voit pas parce qu'on a quand même un sujet principal, les droits de succession, et puis un sujet accessoire, c'est que lorsqu'on change de président, on change de fiscalité en France. Et donc, les personnes ont bien compris que si jamais ils devaient revenir, ils attendraient quand même le résultat de la prochaine élection présidentielle. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire sur la loi de finances pour 2022.